Eh bien, voilà ma parole. Foutez le camp de mon tabou. Pendant des décennies, une demeure de Newport Beach a renfermé les secrets les plus sombres de John Wayne. À sa mort en 1979, sa maison fut immédiatement scellée. Chaque photo, lettre et objet personnel y resta enfermé pendant plus de 30 ans. En 2011, ils ouvrirent enfin les portes et ce qu'ils découvrirent à l'intérieur laissa tout le monde bouche bée. Des accessoires de cinéma qui ont battu des records à un testament bouleversant qui a déchiré sa famille. Voici l'histoire de ce qui est réellement arrivé à la fortune du duc. John Wayne est né Marion Robert Morrison le 26 mai 1907 à Winterset, dans l'Iowa. À sa naissance, il pesait 6 kilos. Un poids si inhabituel que le journal local en a parlé. Dès le début, il semblait destiné à devenir plus grande que nature. À seulement 3 ans, il a failli mourir en tombant dans un ruisseau gelé. Un inconnu qui passait par là l'a sauvé, et cet instant a révélé la résilience qu'il porterait toute sa vie. Son nom a changé très tôt. Quand ses parents ont eu un autre fils, ils ont décidé de l'appeler Robert. Le deuxième prénom de Marion est donc devenu Mitchell. Ce changement peut paraître anodin, mais il laissait présager des transformations plus importantes qui allaient suivre. En 1914, la famille déménagea à Glendale, en Californie, suite à la faillite de l'entreprise de son père. À Glendale, Marion gagna le surnom de Duke en raison de son Airedale Terrier, également prénommé Duke. Ils étaient toujours ensemble et les pompiers locaux ont commencé à les appeler Grand-Duc et Petit-Duc. Marion aimait ça et le surnom lui est resté. Enfant, Marion adorait le football. En 1925, il obtint une bourse de footballeur à l'Université de Californie du Sud. Il étudia le droit et fut membre de la fraternité Sigma Chi. Mais ses rêves de footballeur s'évanouirent lorsqu'il se blessa à l'épaule lors d'un accident de body surf. La perte de sa bourse fut un choc. Il pensait que ses projets étaient ruinés. Mais cet accident le propulsa sur la voie qui le rendit célèbre. Après la fin de sa carrière de footballeur, Marion trouva un emploi au studio Fox en 1927. Il travaillait comme accessoiriste et gagnait 35 $ par semaine. Ce n'était pas un métier prestigieux, mais cela lui a permis de mettre un pied dans l'industrie. Sa première apparition au cinéma ne fut pas celle d'acteur, mais celle d'un joueur de football américain non crédité dans le film de 1926, Brown of Harvard. À cette époque, il se lie d'amitié avec le réalisateur John Ford. Ce dernier décèle un talent en lui et lui prodigue des conseils, lui suggérant même de changer de nom pour un nom plus fort. Après avoir envisagé plusieurs options, ils choisissent John Wayne, un nom qui deviendra légendaire. Les débuts de Wayne furent difficiles, entre 1930 et 1939. Il apparut dans plus de 80 westerns à petit budget, tournant parfois un film entier en seulement 2 jours. Il gagnait à peine de quoi vivre et ne mangeait souvent qu'un seul repas par jour. Une boîte de haricots réchauffée sur une plaque chauffante. En 1938, son manque de succès le découragea tellement qu'il songea à abandonner définitivement sa carrière d'acteur. Tout changea avec La Chevauchée fantastique en 1939. Le film fut un succès, mais trouver le rôle de Wayne ne fut pas chose facile. Le studio voulait un acteur connu comme Gary Cooper, mais John Ford insiste pour qu'il soit choisi, menaçant même d'abandonner le projet s'ils n'étaient pas d'accord. Dans le film, Wayne incarnait Ringo Kid, un hors-la-loi doté d'un sens aigu de la justice. Sa première scène devint emblématique, avec la caméra zoomant sur son visage. Un fusil à la main. Cela n'a duré que quelques secondes, mais il a fallu 27 prises pour le réussir. Tant Wayne était nerveux. La Chevauchée fantastique a été un succès, remportant 7 nominations aux Oscars et en remportant 2. La performance de Wayne a fait de lui une star du jour au lendemain. Malgré le succès du film, il ne toucha que 300 $, bien moins que les acteurs les plus connus. Malgré tout, cela changea sa vie. Dès lors, Wayne fut considéré comme le héros de western par excellence. Il a refusé des rôles dans des films comme Le Faucon maltais et Le Train sifflant 3 fois, car il ne voulait pas dévier de son image. Cette décision l'a aidé à devenir un symbole de la force et de la masculinité américaine. John Wayne et John Ford ont travaillé ensemble pendant plus de 50 ans et ont réalisé 14 films qui ont révolutionné Hollywood. Leur partenariat a débuté en 1928, lorsque Ford a confié à Wayne un petit rôle de figurant dans un film intitulé Mare McCree. Mais le véritable début de leur succès est arrivé en 1939 avec La Chevauchée fantastique. Ce film a fait de Wayne une star. Les deux hommes entretenaient une relation de travail complexe. Ford était dur avec les acteurs, et Wayne en subissait souvent les conséquences.
Sur le tournage de La prisonnière du désert en 1956, Ford fit refaire à Wayne une scène simple. Il brandissait une arme 17 fois devant tout le monde, ce qui le mettait dans l'embarras. Wayne ne sait jamais. J'étais juste mes plaints. Il pensait que le style brutal de Ford l'aidait à donner le meilleur de lui-même. La prisonnière du désert n'a même pas été récompensée aux Oscars à sa sortie. Mais aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands films jamais réalisés. Leur dernier film ensemble, Donovan's Reef, 1963, a failli ne pas voir le jour. Wayne hésitait à accepter le rôle, se sentant trop vieux pour lui. Ford était également en mauvaise santé et luttait contre l'alcoolisme. Mais Wayne l'a convaincu de réaliser le film. Ils ont tourné le film à Hawaï, où la chaleur était insupportable, atteignant parfois 38 degrés pendant le tournage. Ford a été tellement atteint d'un zona qu'il a dû réaliser certaines scènes allongées sur une civière. Malgré ces difficultés, le film fut terminé et rencontra un succès plutôt satisfaisant. Contrairement à leur western sérieux, ce film était davantage une comédie, démontrant qu'il pouvait travailler sur différents styles. Même en fin de carrière, la première nomination de Wayne aux Oscars lui fut attribuée pour Les Sables d'Iwo Jima en 1949. Il incarnait le sergent John Stryker, un Marine Coriace. Au début, Wayne refusait le rôle, le trouvant trop similaire à d'autres personnages qu'il avait déjà interprétés. Le président de Republic Pictures, Herbert Yates, doute le convaincre personnellement en lui offrant 250, $0 et une part des bénéfices. Une somme colossale à l'époque. Le film ça a été difficile à réaliser. Le réalisateur Alan Dwan souhaitait que les scènes de combat paraissent réalistes et a donc utilisé de véritables lance-flammes et explosifs. Cela a causé des blessures sur le plateau, dont une explosion qui a assommé Wayne pendant une demi-heure. Le tournage a été interrompu pendant 2 jours. Le film comprenait également des images réelles de la bataille d'Iwo Jima grâce au corps des Marines américains. Ils ont permis au cinéaste d'utiliser des images de combat rares, si bien intégrées aux scènes mises en scène que beaucoup ont cru que le film était entièrement réel. Une scène emblématique montrait le lever du drapeau sur le mont Suribachi, utilisant le drapeau original de la bataille. 3 des Marines survivants qui avaient hissé ce drapeau apparaissaient même dans le film. Malgré le succès du film et la performance impressionnante de Wayne, celui-ci perdit l'Oscar face à Broderick Crawford pour Les Hommes du Roi. Ironiquement, Wayne avait refusé le rôle principal de ce film, le jugeant anti-américain. Cette défaite le bouleversa, et il fallut attendre 11 ans avant qu'il ne soit à nouveau nominé. Le projet rêvé de Wayne, The Alamo, en 1960, fut l'un des films les plus risqués qu'il ait jamais réalisé. Il souhaitait réaliser ce film depuis plus de 15 ans et a fini par hypothéquer sa maison, ses voitures et même son bateau pour le financer. Le tournage a coûté 12 millions de dollars, une somme colossale à l'époque. Wayne a insisté pour construire une réplique grandeur nature de l'Alamo au Texas, ce qui a nécessité 2 ans et plus de 1,5 million de briques d'adobe. Tout était historiquement exact, jusqu'aux plus petits détails comme les clous des années 1830. Le décor est devenu une attraction touristique et est resté ouvert jusqu'en 2009. Le tournage de l'Alamo a été un effort considérable. Ils ont utilisé plus de 7-0 figurants. Un 500 chevaux est tourné pendant 79 jours sous une chaleur accablante, atteignant parfois 43 degrés. Il y a eu des accidents. Dans une scène, un figurant a été blessé par une baïonnette et a dû recevoir 26 points de suture. Malgré les difficultés, Wayne refusa de faire des économies. La première du film fut un événement grandiose, avec défilé et feux d'artifice, bien qu'il ait remporté 7 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film. Les critiques furent mitigées, et le box-office ne couvrit pas les coûts exorbitants. Wayne n'a même pas été nominé pour l'Oscar du meilleur réalisateur, ce qui l'a profondément déçu. Malgré tout, le film a marqué durablement l'histoire d'Alamo. En 1970, Wayne a finalement remporté un Oscar pour True Grit. Il incarnait Rooster Cogburn, un Marshal américain borgne. Wayne a failli refuser le rôle, se sentant trop vieux et se remettant encore d'une opération pour un cancer du poumon. Mais après avoir lu le roman, il a réalisé que ce pourrait être le rôle de sa vie. Le tournage n'a pas été facile. Il s'est déroulé dans le Colorado, où le froid et l'altitude ont mis à rude épreuve la santé de Wayne. Il a dû utiliser une bouteille d'oxygène entre les scènes. Lors d'un moment dangereux, son cheval trébucha sur une pente raide, manquant de le faire tomber. Wayne se déchira un muscle de l'épaule, mais continua sa route.
pour incarner Rooster Cogburn. Wayne prit du poids et porta un cache-œil qui lui empêchait de voir. Il devait mémoriser les décors pour éviter les collisions. Son interprétation était unique et le public l'adora. Le film a rapporté plus de 31 millions de dollars et est devenu l'un des plus grands succès de sa carrière. Aux Oscars, Wayne a accepté sa récompense avec une réplique célèbre. « Si j'avais su, j'aurais mis ce patch 35 ans plus tôt. » Il avait la grippe ce soir-là, mais a refusé de manquer la cérémonie. Certains ont pensé que l'Oscar de Wayne récompensait davantage sa longue carrière que le rôle lui-même. Même Wayne a admis plus tard que cela ressemblait à une récompense pour sa carrière. Pourtant, Rooster Cogburn est devenu l'un de ses personnages les plus emblématiques, et le succès du film a consolidé sa place parmi les plus grandes stars d'Hollywood. La vie amoureuse de John Wayne a été faite de haut et de bas, avec 3 mariages en près de 50 ans. Sa première femme, Josephine Sands, l'épousa en 1933. À cette époque, la carrière de Wayne commençait tout juste à décoller. Ils eurent 4 enfants, mais la célébrité grandissante de Wayne l'éloigna souvent de la maison. Les choses s'aggravèrent encore lorsqu'il entama une liaison secrète avec l'actrice Marlene Dietrich en 1938. Wayne tenta de réparer son mariage, emmenant même Joséphine au Mexique en 1943 pour passer du temps ensemble. Mais en vain, ils finirent par divorcer en 1945. Son Second Marriage, avec Esperanza Bauer en 1946, fut mouvementé et semé d'embûches. Esperanza, une ancienne actrice mexicaine, était très jalouse. Elle pensait que Wayne entretenait une liaison avec sa partenaire à l'écran, Gail Russell, lors du tournage d'Angel and the Bad Man en 1947. Sa jalousie atteignit son paroxysme un soir où Wayne rentra tard après une fête. Esperanza était ivre et tellement en colère qu'elle saisit une arme et tenta de lui tirer dessus dès qu'il franchit la porte. Heureusement, personne ne fut blessé, mais leur mariage ne survécut pas longtemps. Ils ont divorcé en 1954. Le 3e mariage de Wayne, avec Pilar Palette, a commencé en 1954. Ils sont restés mariés jusqu'à sa mort en 1979. Ils ont eu 3 enfants ensemble, et la situation semblait plus stable pendant un temps. Mais en 1973, Wayne et Pilar se sont séparés. Après cela, Wayne a emménagé chez sa secrétaire, Pat Stacey, bien qu'ils vivaient séparément. Wayne et Pilar n'ont jamais officiellement divorcé. La liaison de Wayne avec Marlene Dietrich n'était un secret pour personne à Hollywood. Elle débuta pendant le tournage de Seven Sinners en 1938 et dura près de 10 ans. Wayne était encore marié à Joséphine à l'époque, mais cela ne l'empêcha pas de passer ses nuits chez Dietrich. Ils étaient très passionnés l'un pour l'autre. Ils s'écrivaient des lettres, partageant ouvertement leurs sentiments. Dietrich a même usé de son influence pour soutenir la carrière de Wayne. Elle s'assura qu'il obtienne des rôles principaux dans des films comme The Spoilers et Pittsburgh en 1942. Leur liaison prit fin en 1947, mais ils restèrent amis proches jusqu'à la fin de leur vie. Dietrich appelait souvent Wayne l'amour de sa vie. L'une des amitiés les plus marquantes de Wayne fut celle avec Maureen O'Hara. Ils ont joué ensemble dans 5 films, à commencer par Rio Grande en 1950. Leur film le plus célèbre fut L'Homme tranquille en 1952. Les fans ont tellement apprécié leur alchimie que beaucoup ont cru qu'il s'agissait d'un vrai couple. O'Hara a même plaisanté à propos d'une vieille femme dans la rue qui se prenait pour la femme de Wayne. Les enfants de Wayne l'appelaient Tante Maureen, témoignant de son attachement à la famille. Des années plus tard, le petit-fils d'O'Hara a admis que Wayne et O'Hara avaient eu une brève histoire d'amour, mais que cela n'aurait pas fonctionné, car ils étaient tous deux trop déterminés. Malgré cela, O'Hara est resté aux côtés de Wayne jusqu'au bout, alors qu'il était en train de mourir d'un cancer. Elle l'a aidé à obtenir une médaille du Congrès pour honorer son héritage. Durant ces dernières années, Wayne trouva du réconfort auprès de Pat Stacey, sa secrétaire. Après sa séparation avec Pilar, Pat devint sa compagne et son aidante. Elle avait 34 ans de moins que Wayne, mais ils partageaient un lien profond. Pat était resté à ses côtés pendant ses traitements contre le cancer, gérant sa vie et s'assurant qu'il avait du soutien. Ils ont vécu ensemble de 1973 jusqu'à la mort de Wayne en 1979. Après sa mort, Pat a écrit un livre intitulé Duke, A Love Story en 1983. Le livre détaille leur vie commune et révèle un côté plus doux et plus vulnérable de Wayne, rarement vu par les fans.
Pat ne s'est jamais mariée et a consacré sa vie à perpétuer la mémoire de Wayne. Elle est décédée en 1995, en 1964, alors que John Wayne avait 57 ans. Les médecins lui ont annoncé qu'il souffrait d'un cancer du poumon. C'était choquant, mais pas surprenant. Wayne avait beaucoup fumé, jusqu'à 6 paquets de cigarettes par jour pendant des années. Les médecins ont décidé de lui retirer le poumon gauche et 2 côtes pour lui sauver la vie. L'opération était risquée, avec seulement 50% de chances de survie. Mais Wayne a survécu et a vécu sans cancer pendant 5 ans. La plupart des gens auraient gardé leur maladie secrète. Mais pas Wayne. Il a choisi de l'annoncer au monde entier. Ses conseillers l'avaient prévenu que cela pourrait nuire à sa carrière. Mais Wayne s'en fichait. Il voulait aider les autres en les encourageant à se faire dépister pour le cancer. Il avait même inventé un surnom pour le cancer, le Big C, pour le rendre moins effrayant. En 1965, un an après son opération, il apparut dans une publicité télévisée pour l'American Cancer Society. Il appelle le public à soutenir la recherche contre le cancer et à prendre la maladie au sérieux. Mais le cancer ne l'avait pas achevé. En 1979, Wayne a découvert qu'il souffrait d'un cancer de l'estomac. Il a essayé un vaccin expérimental, mais cela n'a pas suffi. Même si sa santé s'est détériorée, Wayne n'a pas cessé de s'exprimer. Depuis son lit d'hôpital, il enregistrait des messages demandant davantage de financement pour la recherche sur le cancer. Quelques semaines avant sa mort, il disait « On pourrait peut-être trouver un remède contre le cancer sans votre aide, mais je n'y parierai pas ma vie. » Le dernier film de Wayne fut The Shootist en 1976. Il s'agissait de l'histoire d'un pistolero vieillissant mourant d'un cancer, et le film semblait très proche de la vie réelle de Wayne. Il avait 68 ans lors du tournage et sa santé était fragile. Il avait souvent besoin d'oxygène entre les scènes, mais il était déterminé à réaliser ses propres cascades. Dans une scène, il a dû tomber plusieurs fois sur un sol dur. Il ne s'est jamais plaint. Le film a été un succès et le public l'a vu comme un adieu de Wayne. Il a même modifié la fin pour qu'elle corresponde à son image forte. Dans l'histoire originale, son personnage avait été abattu d'une balle dans le dos. Wayne a refusé, déclarant « Je n'ai jamais tiré dans le dos d'un homme dans aucun film. » Changez-le. Le film a rapporté 13,4 millions de dollars et a donné à Wayne l'occasion de faire ses adieux dans un rôle à l'image de son propre courage. Wayne est décédé le 11 juin 1979, à l'âge de 72 ans. Il est décédé au centre médical de l'UCLA après avoir lutté contre un cancer de l'estomac pendant des mois. Sa mort a été un moment crucial pour Hollywood et ses fans. Le président Jimmy Carter l'a qualifié d'extraordinaire et de véritable héros américain. Des milliers de fans se sont rassemblés devant l'hôpital et son domicile pour déposer des fleurs, des mots et même des chapeaux de cow-boy. Son étoile sur le Hollywood Walk of Fame est devenue un lieu où l'on pouvait allumer des bougies en hommage à Wayne. Les funérailles de Wayne furent privées, mais une cérémonie publique fut organisée plus tard pour permettre aux fans de lui dire au revoir. L'événement fut diffusé à la télévision et suivi par des millions de personnes. L'Académie navale américaine le nomma membre honoraire de sa promotion. 1979. Bien qu'il n'ait jamais servi dans l'armée, après sa mort, l'aéroport du comté d'Orange fut rebaptisé Aéroport John Wayne, témoignant de son importance pour le peuple. En 1985, la famille de Wayne a créé la fondation John Wayne contre le cancer pour honorer sa mémoire et poursuivre son combat contre le cancer. Il voulait que son nom soit toujours synonyme de courage et de force. La fondation a contribué à la création du John Wayne Cancer Institute, devenu un leader de la recherche sur le cancer. Il a permis de créer de nouveaux traitements, comme un moyen de détecter le cancer à un stade précoce, ce qui a sauvé de nombreuses vies. À sa mort, la succession de John Wayne valait 6,85 millions de dollars en 1979, ce qui représenterait environ 25 millions de dollars aujourd'hui. Pour quelqu'un d'aussi célèbre et accompli que lui, cette somme paraissait modeste. On s'attendait à une fortune bien plus importante, car il était l'un des acteurs les mieux payés de son époque. Cela signifie peut-être que Wayne a beaucoup dépensé au cours de sa vie ou qu'il était très généreux avec son argent. Tous ses biens n'étaient pas non plus inclus dans la succession. Par exemple, il a vendu son yacht adoré, le Wild Goose, pour 750 $ peu avant sa mort. Ce yacht, autrefois un dragueur de mine pendant la Seconde Guerre mondiale, a joué un rôle important dans sa vie.
et sa vente ajoute au mystère quant à ce qu'il a réellement laissé derrière lui. Wayne aimait l'immobilier et sa maison de Newport Beach était l'une de ses propriétés les plus célèbres. Il l'acheta en 1965 et y vécut jusqu'à sa mort en 1979. La maison était située au bord de l'eau, face à l'île Balboa, Delarue. Elle paraissait simple, mais l'intérieur était grandiose et luxueux, à l'image de la personnalité de Wayne. Après sa mort, la maison fut vendue 5,5 millions de dollars en 1980, une somme exorbitante pour l'époque. Avant de s'installer à Newport Beach, Wayne possédait un ranch de 2 hectares à Encino, à 58 ans. Il quitta le ranch pour une vie plus tranquille au bord de l'eau. Il possédait également des propriétés en Arizona et dans l'État de Washington, témoignant de son amour pour les paysages variés et de son sens aigu de l'immobilier. Un jour, Wayne plaisanta en disant que déménager à Newport Beach des années plus tôt avait été une bonne idée. Car à l'époque, je n'en avais plus les moyens. La révélation du testament de Wayne après sa mort en 1979 provoqua un véritable scandale. Le plus grand choc fut de ne rien laisser à sa troisième épouse, Pilar Pelletti. Ils étaient mariés depuis plus de 20 ans, mais s'étaient séparés en 1973, 6 ans avant sa mort. Bien qu'ils n'aient pas divorcé, Wayne a légué la majeure partie de son patrimoine à ses 7 enfants issus de ses 2 premiers mariages. Cette décision a suscité des spéculations sur leur relation et sur les raisons pour lesquelles Pelletti n'a pas été inclus. Des années plus tard, le drame a continué. En 2010, le fils de Wayne, Issa, a poursuivi son frère Ethan et John Wayne Enterprises en justice, se disputant sa part dans l'entreprise. Le testament attribuait également aux enfants de Wayne des objets personnels et des souvenirs. Mais ceux-ci devinrent également des pointes de tension. Les désaccords concernant ces souvenirs envenimèrent les conflits familiaux, montrant à quel point le partage de ces biens créait des problèmes durables. En 2011, un événement extraordinaire se produisit pour les fans de John Wayne. Plus de 700 objets de sa vie et de sa carrière ont été mis aux enchères. Cet événement majeur s'est déroulé les 6 et 7 octobre au Hyatt Century Plaza de Los Angeles. Fans et collectionneurs ont eu la chance de se procurer des pièces de sa vie personnelle et de sa carrière cinématographique. Beaucoup de ces objets étaient restés sous clé depuis le décès de Wayne en 1979. Sa maison a été scellée ce jour-là et tous ses biens ont été entreposés. C'était comme ouvrir une capsule temporelle après plus de 30 ans. La vente aux enchères comprenait toutes sortes d'objets, costumes, accessoires, récompenses et même des meubles de sa maison. Certains objets étaient particulièrement uniques. Par exemple, ses scénarios témoignaient de sa façon de travailler sur ses films. Le scénario de The Horse Soldiers comportait des pages pliées pour marquer les scènes terminées. D'autres scénarios, comme Wednesday Morning, étaient impeccables et précis, témoignant de son sens de l'organisation. Il y avait aussi des objets personnels comme des livres, des vêtements et son dernier permis de conduire. Même une collection de ses foulards colorés qu'il adorait porter s'est vendue dès 755 $. Certains articles ont battu des records. Son béret vert, tiré des bérets de verre, 1968, a été vendu 179 250 $, établissant un record pour un chapeau de costume. Il a été plébiscité car il symbolisait l'un de ses films les plus célèbres, Son Chapeau de Cowboy. Porté dans des films comme Big Jake et Les Cowboys, a également connu un franc succès. Il a été vendu 119 500 $. Le Golden Globe de Wayne pour son rôle dans True Grit a également suscité beaucoup d'intérêt et a été adjugé 143 400 $. Ce prix était particulier, car il était lié à son seul rôle oscarisé. Même les petites choses du quotidien se vendaient à des prix exorbitants. Son dernier permis de conduire, So Something So Ordinary, s'est vendu 89 625 $. Un record pour un permis de conduire. Son cache-œil de True Grit a également été vendu 47 800 $. Des vêtements, comme un pantalon de The Alamo et une chemise portée dans plusieurs films, ont été vendus pour des milliers de dollars. Ces articles permettent aux fans de se sentir véritablement connectés à lui. La vente aux enchères n'a pas seulement mis en lumière sa carrière cinématographique, elle a aussi révélé sa personnalité. Parmi les objets exceptionnels, une carabine Winchester plaquée or offerte à un ami, Bob Shelton, a été vendue 13 315 $, révélant ainsi la générosité de Wayne. Ses livres laissaient entrevoir ses passions, comme l'histoire et la stratégie militaire.
Sa collection de coquillages, inattendue, révélait une facette plus douce de sa personnalité, souvent méconnue. L'une de ses pièces les plus précieuses était un portrait de Wayne réalisé par l'artiste John Decker. Il a été vendu 71 cents. Wayne gardait ce tableau chez lui, ce qui témoigne de son importance pour lui. La vente comprenait également des photos de famille, des lettres et même ses meubles. Ces événements ont permis aux fans d'avoir un aperçu plus précis de sa vie privée. Ils ont montré qu'au-delà d'être une star hollywoodienne, John Wayne était aussi un père, un ami et une personne profondément attachée à sa famille et à ses proches. En 1971, John Wayne a accordé une interview au magazine Playboy qui a suscité beaucoup de colère et dont on parle encore aujourd'hui. Il a fait des déclarations choquantes qui ont révélé ses opinions controversées. Son commentaire le plus médiatisé a été « Je crois à la suprématie blanche. Tant que les Noirs n'auront pas reçu l'éducation nécessaire pour devenir responsables. » Il avait 63 ans et était très célèbre à l'époque. Mais ce n'était pas un cas isolé. Il avait déjà tenu des propos similaires. Dans la même interview, il avait également évoqué les Amérindiens, affirmant qu'il ne pensait pas que ce soit mal de s'emparer de leurs terres, qualifiant cela de question de survie. Il a même critiqué le film Midnight Cowboy, le qualifiant de pervers et proférant une insulte homophobe. Des années plus tard, en février 2019, cette interview a refait surface lorsque quelqu'un en a partagé des extraits sur Twitter. Un scénariste a qualifié Wayne de personne horrible. Et le tweet est devenu viral. Soudain, son héritage a refait surface. Certains souhaitaient son annulation, tandis que d'autres se demandaient si ses paroles devaient définir la mémoire qu'on se faisait de lui. Ses propos, même après tant d'années, ont suscité de vives discussions sur la responsabilité des célébrités et la façon dont leurs paroles peuvent blesser. Cette controverse ne s'est pas limitée aux réseaux sociaux. Elle a également attiré l'attention sur des lieux portant son nom, comme l'aéroport John Wayne dans le comté d'Orange, en Californie. L'aéroport a reçu ce nom en 1979, après le décès de Wayne, mais en 2020. Des voix se sont élevées pour réclamer son changement de nom. Cela s'est produit lors des manifestations nationales qui ont suivi le meurtre de George Floyd, le 26 juin 2020. Le Parti démocrate local a officiellement demandé le changement de nom de l'aéroport, affirmant que les déclarations de Wayne ne correspondaient pas aux valeurs de diversité et d'inclusion du comté d'Orange. Autrefois très conservateur, le comté d'Orange a beaucoup changé. L'aéroport est devenu plus diversifié et politiquement plus compétitif, les démocrates ayant remporté tous ses sièges au Congrès en 2018. Certains estimaient que le maintien du nom de Wayne sur l'aéroport envoyait un message erroné aux communautés minoritaires. D'autres, comme Ethan, le fils de Wayne, l'ont défendu. Ethan a déclaré que son père n'était pas raciste et a accusé certains de s'en prendre injustement à son héritage. En 2025, l'aéroport porte toujours le nom de Wayne,